Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue pour cette avant-dernière rencontre de la journée, même du week-end déjà, le temps file. On a vu, entendu beaucoup de belles choses et on vous propose de vivre pendant cette petite heure une pause gourmande, pas que, mais aussi beaucoup, puisque j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Aurélia Aurita et Guillaume Long. Bonjour à tous les deux. On va revenir ensemble sur votre œuvre générale, mais en particulier sur deux de vos albums récents. Le dernier pour Aurélia et l'avant-dernier, si je ne dis pas de bêtises. Avant-dernier. Pour Guillaume Long, qui a une production soutenue depuis. La vie gourmande pour Aurélia Aurita, qui est paru en 2022 aux éditions Casterman. Et Une sardine à la mer de Guillaume Long, qui est paru en 2019 aux éditions ici même, mais qui reprenait deux récits initialement parus au tout début des années 2000 chez Vertige Graphique, qui signait d'ailleurs votre entrée en bande dessinée, même si c'était même pour le premier récit, pas forcément le plan prévu de faire de la bande dessinée. Oui, la toute première fois que j'ai fait de la bande dessinée, c'était pour un livre qui a été édité. Voilà. Donc un livre qui se construit dans le temps, et sur lequel on aura bien sûr l'occasion de revenir. Avant qu'on revienne sur ces autobiographies culinaires ou autobiographies, en tout cas récits de vie, un mot de présentation sur votre parcours qui est riche depuis les années 2000. Aurélia, vous avez commencé la bande dessinée à peu près dans le même temps d'ailleurs que Guillaume. Le premier livre qui a connu beaucoup de succès au moment de sa parution et qui continue d'ailleurs d'être beaucoup lu, c'est Fraises et chocolat, 2 volumes, en 2006 et 2007, le récit d'une passion amoureuse. En 2014, un reportage au LAP, le lycée autogéré parisien, ou de Paris, parisien, ouais. De Paris. De Paris, avec d'autres choses entre, bien sûr, mais parmi les livres qu'on peut mentionner, il y a ceci. Et un peu plus loin, j'ai retenu le livre Comme un chef que vous avez fait en collaboration avec Benoît Peters, et qui était déjà un premier livre qui parlait beaucoup de cuisine, mais dans la vie de Benoît. Que de cuisine d'ailleurs. Que de cuisine, voilà, c'est ça. Non, un petit peu de littérature aussi. Oui, de Roland Barthes, et voilà. Oui. Donc aussi un petit peu de littérature. Et donc Guillaume, beaucoup de choses sur ces années-là, depuis le premier volume, le premier récit contenu dans Une sardine à la mer. Vous avez fait des choses pour la jeunesse. Simone se bastonne va paraître au mois de juin, c'est ça, ce mois-ci, dans une dizaine de jours. Il y avait la série des Teen Man aussi, les aventures de Cheetos à la rédaction. Des petits livres inclassables comme L'enfance de l'art, j'ai voulu le mettre, ce livre paru chez Ici Même en 2014, parce que c'est vraiment un livre auquel j'ai beaucoup plaisir à revenir. Vous imaginez des faits marquants dans l'enfance des grands artistes et qui se feuillettent avec beaucoup de plaisir. Et puis le travail, bien sûr, pour lequel vous étiez déjà venu, je pense, à Clameur, il me semble, à une édition gastronomique. Il y a 4 ans, À boire et à manger, qui est disponible en 4 tomes aux éditions Gallimard. Ça, c'est le volume intégral qui reprend les 3 premiers, enfin la majorité des 3 premiers, et qui est doublé bien sûr d'un blog qui est tenu sur Le Monde depuis 2009. 2009, une année sur laquelle on va avoir l'occasion de revenir à travers Une sardine à la mer. Donc aujourd'hui, on va plus précisément s'arrêter sur ces 2 livres, La vie gourmande et Une sardine à la mer. Donc la thématique du week-end, vous la connaissez, ce sont les orages. Et même si on parlera d'embellie, on va commencer peut-être par un coup de tonnerre, dont on se passerait bien, mais parfois la vie nous réserve des surprises plus ou moins faciles à accepter. Et dans ces 2 livres, c'est un de leurs points communs. Vous faites le récit d'une maladie que vous avez rencontrée l'un et l'autre. Vous avez eu un cancer l'un et l'autre dans votre vie, que vous racontez donc dans ces livres. Donc vous avez aujourd'hui guéri. Et donc c'est le récit de cette maladie, de son traitement et de sa guérison. La première question, c'est pour revenir à cette question du temps. C'est que vous étiez habitué au récit de soi, à parler de vous, à vous mettre en scène dans vos livres, à faire des livres autobiographiques. Mais la question de la maladie, c'est une question particulière quand même. C'est un événement de vie qui nécessite un traitement peut-être particulier. Et peut-être de trouver le bon moment aussi pour en parler. Et ça, c'est une des premières différences entre vos 2 livres. C'est-à-dire que Aurélia, vous l'avez écrit vraiment dans la continuité. C'est un livre qui s'est écrit dans la continuité du traitement, alors que Guillaume, ça a été à 10 ans de distance. Pendant le traitement. Pendant le traitement, ouais.
Et alors que voilà, Guillaume, ça s'est écrit, donc le livre est paru en 2019 et vous avez été malade en l'année 2009. Donc il y a eu vraiment cette dizaine d'années qui est passée. Donc ma première question, ce serait celle-là, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on décide que c'est le bon moment pour aborder cette question-là et le mettre en récit? Oui, ben, je vais commencer puisque tu me laisses gentiment la parole. Donc moi j'ai eu mon cancer du sein en 2019, donc ça a été vraiment oui, un coup de tonnerre. J'avais 38 ans, pas d'antécédents dans ma famille. Et en fait, c'était un cancer triple négatif du sein et qu'il a fallu traiter vraiment très vite. Il était de grade 3. Et en fait, j'ai eu la totale, deux chimio, une opération et la radiothérapie. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur la vie gourmande pendant ma radiothérapie. C'est-à-dire une fois que j'étais sûre d'être guérie, en fait. Parce que après l'opération, ils ont fait des analyses de la tumeur et finalement, là, ils m'ont dit que j'étais tirée d'affaire et que la radiothérapie, ce serait seulement préventif. Ça s'est pas fait. Enfin, j'avais pas prémédité ça. Enfin, je pensais pas que je commencerais à travailler sur ce livre aussi vite. Avec le recul, bon, ça fait pas, il n'y a pas très longtemps, donc on est en 2023, mais je pense que c'était bien. En fait, c'était le moment juste pour moi, quoi. J'avais envie de mettre ça derrière moi et même si on ne fait pas des livres pour guérir de quoi que ce soit, hein, voilà, les psys existent, je conseille à tous. Voilà. Mais ce que j'aime pas, c'est quand les artistes disent ouais, je raconte ma vie dans mes livres, comme ça je vais pas voir le psy, mais c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé de faire quelque chose d'esthétique, en fait, de transformer cette matière encore douloureuse en quelque chose qui me plaise à moi. Mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe que c'est pas la même temporalité que Guillaume et on raconte pas les mêmes choses en fonction de l'instant en fonction du temps. Voilà. Ouais, parce que toi, tu étais pris dedans quand tu l'as fait. Par contre, on a ça en commun que toi, tu l'as écrit quand tu étais sûr de t'en sortir. Et oui. moi, je l'ai écrit quand je m'en suis sorti. Donc voilà. Mais alors après, c'est drôle que vous ayez choisi cette page, justement, dans le cadre de mon bouquin, parce qu'il y a une phrase qui est assez clé, c'est après, ce fut comme dans un film, la dernière phrase qui termine la page. Et en fait, moi, ça a été du moment que c'est devenu un espèce de film dans ma tête, que c'est là où je me suis dit, bah, ça y est, je peux en parler, je peux le raconter d'une manière assez spectatrice finalement. Contrairement à Aurélia qui est beaucoup plus dedans le livre que moi, quoi. Mais moi, c'est vrai que ça s'est fait 10 ans après, 10 ans après que je m'en sois sorti. Donc j'ai eu besoin d'y penser. Au début, je voulais pas faire une BD là-dessus parce que j'aime pas les gens qui font les BD sur la maladie. Ça me saoule toujours un peu. Enfin, ouais, on lit toujours un peu les mêmes choses, machin et tout. Sauf dans le cas d'Aurélia, où j'ai vraiment adoré son bouquin. Donc, non, mais c'est vrai. Je le dis sans flagornerie. C'est quoi notamment qui vous a c'est sa manière de s'impliquer que moi je suis pas arrivé à faire, enfin ou que j'ai pas voulu faire, parce que peut-être que j'arriverai à faire ce genre de choses. Mais ça a été d'aborder frontalement toutes les émotions par lesquelles elle est passée, par lesquelles je suis passé aussi. À un moment donné, ce truc de se dire on va mourir. Alors, on se voit, moi en plus j'étais quand je l'avais appris, c'était un jour où il neigeait et tout, ça faisait vraiment, c'était encore, comme je le dis, comme dans un film, quoi. Il y avait la neige qui tombait, j'étais là genre non, et tout comme ça, j'étais persuadé que j'allais mourir. Elle le dessine, moi pas, parce que je le dessine un peu de loin, parce que c'est des choses que j'ai peut-être du mal alors, j'ai pas du mal à le dire, à en parler. Par contre, le faire dans une BD, ouais, c'est pas mon truc, quoi, voilà. Donc je l'admire pour ça. Ouais. Cette question du temps, que ce soit le temps vécu de façon très très proche ou alors à distance, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans ces récits-là. C'est-à-dire que quelque chose que j'ai retrouvé aussi en commun, c'est le fait qu'il y ait des jalons temporels précis, parfois des jours de la semaine, dans le cas de Guillaume, des dates, beaucoup dans votre livre, Aurélia. Et je me suis demandé comment on faisait pour conserver ces souvenirs-là. Ça rejoint aussi un peu la cuisine, donc on conserve les souvenirs. Comment on fait pour fixer ces moments? Est-ce que c'est des choses qui sont suffisamment marquantes en fait pour que ça reste, ou est-ce que il y
il y a quelque chose où on reconstruit, où on revient. Comment on fait pour se souvenir? Qu'est-ce qu'on accepte aussi de ne pas se remémorer très fidèlement? Et du coup, quelle est la part d'invention aussi dans l'écriture? Est-ce que c'est, voilà, un peu cette organisation de la matière temporelle, là, comment elle s'est faite? Alors, en fait, il y a deux écoles. Il y en a plus que ça, mais globalement, il y a des gens qui prennent des notes sur tout ce qu'ils vivent, et il y en a d'autres qui préfèrent faire confiance à leur mémoire. Moi, j'aime bien faire un mix des deux. Je sais que pour certaines choses, c'est mieux de laisser passer du temps, notamment tout ce qui est tout ce qui est des émotions très fortes. Par contre, il y a d'autres choses pour la vie gourmande. Les seules choses pour lesquelles j'ai pris des notes, c'était ce que je mangeais. Ce que je mangeais au quotidien, parce que je trouve ça assez fascinant, parce que il paraît que le goût, c'est un des sens qui nous ramène, qui est le plus connecté à la mémoire. On connaît la Madeleine de Proust, et même ça a été validé scientifiquement, qu'une odeur a le pouvoir de nous ramener immédiatement 30 ans en arrière, plus que les autres sens. Une odeur ou un goût, voilà, je mélange un petit peu. Mais par contre, paradoxalement, ce genre de choses, je pose souvent la question aux gens, est-ce que vous savez ce que vous avez mangé aujourd'hui? Oui, ce midi, hier, déjà un peu... Mais il y a une semaine, est-ce que vous savez ce que vous avez mangé il y a une semaine? Donc voilà. Et en fait, plus on recule dans le temps, plus c'est difficile finalement d'associer. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est pour ça que pour la vie gourmande, j'ai noté au quotidien. Et surtout parce que avec la chimiothérapie, mon goût a été modifié. Et c'est ça qui était un peu perturbant, parce que le goût, c'est quand même un marqueur d'identité très forte. Et c'était un peu comme si je changeais j'étais plus la même personne en fait, parce que je mangeais plus les mêmes choses. Donc voilà. Et toi, Guillaume, je sais pas comment tu travailles. Moi, c'était en fait quand j'ai été tiré d'affaire, il y a mon cancérologue, mon oncologue, comme on dit maintenant, qui m'a demandé de lui faire un rapport si j'avais envie, parce qu'il savait que je faisais de la BD, tout ça. Donc j'avais pas de mal avec l'écriture. Et il m'avait dit, voilà, ce serait bien de raconter un peu ce que vous avez vécu en une page ou deux, sans faire de littérature, pour qu'après moi je m'en serve de façon anonyme avec ses collègues, et puis aussi éventuellement avec d'autres patients et tout ça. Donc c'était une idée que j'avais gardée, qu'il fallait qu'à un moment donné j'écrive quelque chose là-dessus. Et 10 ans plus tard, ça s'est transformé en tiens, ben voilà, je vais en faire un bouquin et je vais fictionner tout ça. Mais entre-temps, c'est vrai que moi j'ai oublié la plupart des éléments que j'avais vécus. Et par contre, c'est au moment de m'y mettre où tout m'est revenu vraiment d'une manière hyper distincte. Après, c'était un fil à dérouler. Alors il y a évidemment une part de fiction, parce qu'il y a toujours des parts de fiction, ou en tout cas de mise en scène dans les autobiographies. Mais après, moi, pour l'avoir fait lire à mon ex de l'époque, elle m'a dit oui, non, c'était vraiment passé comme ça. On a vraiment vécu ces choses-là qui sont plutôt drôles aussi. C'était aussi pour ça que j'avais envie d'en parler. Parce que contrairement à toi, je pense que mon cancer était un peu plus comique. Donc voilà. Tu peux expliquer pourquoi il était comique, Guillaume? Ouais, il y a eu plein de... Il faut lire le bouquin, mais... En plus, on va avoir l'occasion d'y revenir assez vite. C'est bizarre, je ne m'attendais pas à entendre dans la même phrase cancer et comique. Ah, ouais. Et pourtant, c'est vrai que c'est une des dimensions du livre, effectivement, de Guillaume. Pour en finir sur cette question du temps, quelque chose qui peut-être peut s'adresser à vous, Aurélia, parce que La vie gourmande, c'est un livre important, qui est dense, qui est très ample, et le récit de cette maladie, bien qu'il soit central, il est aussi environné de tas d'autres choses, de tas d'autres récits. Il y a des tas d'allers-retours, notamment dans le temps. C'est-à-dire que ça s'écrit au moment de ce que vous vivez. Mais là, par exemple, j'ai pris cette planche où vous évoquez des souvenirs qui datent de l'été 2009, toujours cette année 2009, on y revient. Et donc c'est très très dense. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de moments de votre vie, et pourtant ça se lit de façon extrêmement fluide. Et je me suis demandé de façon très concrète comment est-ce que vous aviez organisé, harmonisé un peu toute cette matière, cette épaisseur temporelle-là, cette épaisseur d'événements et de faits. Alors, c'est une très bonne question, parce que pour La vie gourmande, c'est la première fois où j'ai travaillé d'une manière un peu méthodique. C'est-à-dire, j'ai écrit un plan avec structuré en 3 actes. Acte 1, 2, 3, avec une partie dans les cuisines de Pierre Gagnère, qui fait la grande partie 1, une partie 2 avec le cancer, et la partie 3 dans
pour fêter la guérison de mon cancer à la Grenouillère, en fait. Et en fait, j'ai vraiment essayé de jouer. En fait, ce que j'aime bien dans la BD, c'est que on dit souvent que la BD, c'est l'art de l'ellipse et qu'on peut faire passer le temps d'une manière... vraiment, on est maître du temps, en fait. Parce que en BD, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Scott McCloud et d'autres théoriciens, le temps, non, l'espace, c'est du temps. Et inversement. Et donc, une scène qui dure une journée, on peut la faire en 2 cases ou alors en 10 pages. Et du coup, j'ai vraiment essayé de détendre cette matière. Et il y a beaucoup d'allers-retours aussi. C'est vraiment un jeu sur la mémoire. Parce que la mémoire, elle n'est pas linéaire. En fait, ce que je voulais, c'était raconter une histoire. Alors, il y a quand même une unité de temps qui est un an. Et au sein de cette unité de temps, il y a des flashbacks, un peu comme une Madeleine de Proust, en général, qui sont déclenchés par un événement. Et j'ai vraiment voulu donner cette sensation au lecteur comme la mémoire, voilà, un peu avec des trous parcellaires. Et finalement, qu'est-ce qui dirige nos souvenirs? C'est les émotions. Et quoi de mieux que la nourriture comme véhicule de l'émotion? Et donc pour en revenir à cette question de la tonalité justement que vous évoquiez, il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué à cette lecture, c'est que j'ai toujours trouvé ça en tant que lecteur très juste, l'endroit où vous vous situez, d'où vous parliez. C'est-à-dire que vous faites le récit d'une maladie grave avec les émotions associées, les peurs, les tristesses, les chagrins, etc. Mais sans jamais aller dans une espèce de surenchère, de pathétique, et en même temps sans rien édulcorer. Et du coup, je me suis demandé comment on se tenait sur ce fil-là quand on écrit, quand on veut raconter le récit d'un orage intérieur, quoi, enfin, quand on traverse ces choses-là. Il faut évoquer, enfin, ces émotions, elles sont évoquées de façon pas forcément effectivement quantitativement aussi importante, comme vous le disiez, Guillaume, mais elles sont là, elles sont présentes dans ces récits. Et mais voilà, ça ne bascule pas dans quelque chose de sensationnaliste un petit peu. On se sent jamais, en tout cas en tant que lecteur, on ne se sent jamais voyeur de quelque chose qui ne nous concerne pas. Voilà, on est toujours, ça crée beaucoup d'empathie évidemment, mais voilà. Alors du coup, est-ce que ça s'est fait assez spontanément, ou est-ce que il y a quelque chose où il faut toujours se tenir un peu en équilibre, comme un funambule, un peu au moment de l'écriture? Alors moi j'ai beaucoup pensé parce que en fait ma passion première c'est pas la bande dessinée, c'est le cinéma. Et du coup j'ai beaucoup pensé à un réalisateur comme Nanni Moretti par exemple, quand il fait son journal intime voilà, où il se filme, où on le voit rouler dans les rues de Rome en Vespa et tout ça, puis où il commente ça. Il y a une façon un peu, encore une fois, de se mettre en scène et de garder un peu de distance, quoi. Une histoire de maladie aussi. Hein. Ouais, ouais. Oui, c'est ça en plus, oui, c'est vrai. Oui, la troisième partie qui est sur la maladie. Mais voilà, donc il y a une distance qui est un peu comique, il y a un ton à trouver, mais il y a surtout, je crois que c'est une question de dessin, c'est-à-dire que moi, je crois, je m'en souviens pas tellement parce que je l'ai écrit il y a un petit moment, mais je sais que je mets pas trop de gros plans dans cette bande dessinée, justement. J'essaye de prendre un peu de distance sur les personnages et de les mettre en scène un peu comme du théâtre, un peu comme fait Christian Caillot, parfois un autre auteur de BD, qui fait des mises en scène comme ça un peu théâtrales, où voilà, je trouve que la mise en scène suffit à mettre une distance et du coup donne un ton après, induit un ton qui fait que je ne peux pas être complètement au cœur du truc et collé à mes personnages, quoi. C'est des personnages justement en fait. Ouais. Voilà. Ouais, enfin, moi j'ai une approche un peu différente parce que je suis plus, je rentre plus dans l'art des lecteurs mais c'est vrai que c'est un équilibre à trouver finalement. C'est-à-dire que, enfin, on dit souvent que c'est un cliché, on dit souvent les gens qui font de l'autobiographie, ils sont impudiques, mais en fait je trouve que pas du tout, au contraire, parce que moi je trouve que de se servir de sa vie comme un matériau, de le mettre dans un livre, il n'y a pas plus pudique d'une certaine manière, parce que la personne qui va lire ce qui nous est arrivé, des fois des trucs un peu horribles, elle ne sera pas là pour nous voir. Et en fait, je trouve que c'est une très belle manière de communiquer. Moi, j'apprends plein de choses en lisant des expériences d'autres gens, même dans des livres de fiction. Pour moi, c'est ça la littérature, c'est le pouvoir de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et je pense que si on voit l'autobiographie non pas comme un truc nombriliste et tout ça, voilà, mais comme quelque chose d'universel, d'un don finalement. Je trouve que il y a des témoignages qui sont des fois très douloureux. J'en parlais, c'est marrant, au petit déjeuner, je parlais d'autobiographie avec 3 autres autrices qui sont invitées.
Et quelquefois, elle me disait que des fois, les lecteurs, ils ne faisaient pas la différence entre l'auteur et le personnage. Et en dédicace, ils commençaient à parler de leur vie. Alors, et à chaque fois, à la fois, ça nous déstabilise un peu, parce qu'ils ont l'impression de nous connaître, et nous, on ne sait rien d'eux, quoi. Et je pense que c'est un truc de travail sur soi, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais de l'autobiographie. J'ai appris à recevoir sans que ça m'affecte trop. Surtout là, avec La Vie gourmande, j'ai eu, à Angoulême, j'ai eu par hasard, les 2 dernières lectrices, elles étaient touchées par un cancer. Enfin, une en s'en était sortie, mais l'autre, c'était sa sœur, qui était encore dedans, et elle a commencé à pleurer. En même temps, c'est pour ça qu'on fait des livres. C'est aussi pour aider les gens à passer des moments difficiles, hein, mais c'est vrai que c'est des positions un peu étranges. Il y a quelque chose qui pour moi, disait très bien cette espèce de frontière sur laquelle il faut réussir à se tenir. C'est le moment où vous allez à la Grenouillère voir Alexandre Gauthier et qui vous parle de sa cuisine. Et il dit cette chose que j'ai trouvé absolument magnifique et fascinante que je projette là. Il dit donc c'est facile de faire bon, de faire très bon, voire très très bon. C'est beaucoup plus difficile d'être à la limite. Ce qui m'intéresse, c'est de pousser le plat jusqu'à la limite après laquelle il ne sera plus bon, d'atteindre son point de vulnérabilité. Je trouve ça très stimulant à tout un tas de points de vue. Alors en plus, vous mettez en regard dans la mise en scène un dessin de vous au trait, au crayon qui est très fragile et qui révèle un peu cette vulnérabilité-là. Et je trouvais que c'était une belle aussi façon de dire ce que vous avez réussi à atteindre dans ce récit-là, c'est d'aller jusqu'à ce point de vulnérabilité où on se met un peu en danger. On se met en danger, on se met à nu, et en même temps on bascule pas dans quelque chose qui... Voilà, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de rester sur le fil. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles donc Alexandre Gauthier, qui a un restaurant qui a 2 étoiles dans le Pas-de-Calais, qui fait une cuisine d'auteur vraiment très forte, et avec qui j'ai collaboré encore récemment. Lui, il est vraiment dans une espèce de sincérité, mais presque un peu brutale, en fait. Parce qu'il y a quelque chose, finalement, quand on est brut des coffrages, ça passe ou ça casse. Hein. Il y a des gens qui l'apprécient, mais d'autres qui peuvent se sentir agressés. Mais en fait, ce qui m'a touchée, je pense que c'est pour ça que sa cuisine m'a autant touchée, parce que je pense que je me suis reconnue un peu dans sa manière de faire. Et moi, il y a quelque chose que je pense que ça va te parler, Guillaume, mais ce que j'adore dans l'humour, c'est que dans l'humour, on est toujours entre le grotesque et le sublime. Tu trouves pas ? On est sur un fil, et c'est très difficile. L'humour, c'est un art vraiment qui est méprisé par beaucoup d'intellectuels, mais je trouve que c'est hyper dur d'être drôle, d'être juste. Et moi, je trouve que tu y arrives merveilleusement. C'est pour ça que je te passe la parole sur ça. Mais c'est une question de tempo, c'est vrai, en fait, de ce que tu parlais avant avec Scott McCloud et tout ça. Moi, un de mes maîtres en humour et en bande dessinée, c'est Binet qui fait les Bidochons. Ah, génial. Ce qui est complètement improbable comme référence, mais en fait, j'en ai lu quand j'étais ado, jeune adulte. Il y a une temporalité, je trouve, chez Binet dans cet art d'amener la chute et de faire un silence avant et de pas amener la chute sur la fin, etc. Enfin, que des trucs de scénariste qui est assez incroyable, quoi. Et voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est une question de ton, mais justement, moi, je trouve ça plus difficile pour le coup d'aller dans les sentiments et d'aller dans raconter des choses un peu de manière sérieuse. Enfin, pour moi, c'est un exercice qui est plus difficile, tu vois, par exemple, que de faire de l'humour. Mais voilà. Mais après, chacun ses trucs. Et c'est vrai que dans le récit Extra Ball, donc rien que le titre déjà, il y a une forme d'humour. On a mis un moment à trouver le titre. Ouais. Et il y a beaucoup de scènes. On en parlait juste avant. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait rire aux larmes. Parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de scènes où, en fait, tout ce qui devient compliqué, tout ce qui devient ridicule, tout ce qui devient c'est ça, pas fluide, raté, c'est raconté avec une telle spontanéité, une telle vérité. J'ai beaucoup ri aussi. Que ça devient. On peut lire ce récit en étant traversé par des émotions très contradictoires et qui vont jusqu'au rire vraiment et jusqu'à l'humour. Et du coup, je me suis demandé. Tous vos livres sont comme ça, même quand vous parlez d'une recette de cuisine, c'est toujours amusant. Je pense qu'on peut dire de votre travail qu'il a
fibre humoristique avérée, Ouais. sans exagérer. Et du coup, je me demandais si dans ce récit-là, ça avait été peut-être moins évident, ou au contraire, ça avait permis d'exorciser, ça vous avait permis d'aller à certains endroits aussi de choses moins amusantes et de se dire, non, jusque-là, je vais pouvoir en rire. Et est-ce qu'aussi le fait de l'avoir fait avec 10 ans de distance, ça a permis ce rire-là qui n'aurait pas forcément été possible sur le moment? Alors le fait de le faire avec 10 ans de distance, c'est sûr que ça a permis d'en rire, parce que sur le moment, j'étais un peu comme Aurélia, même si mes chances entre guillemets de rémission étaient beaucoup plus élevées qu'elle. J'ai eu l'impression que j'allais mourir, que ma vie était finie, etc. Mais après, oui, en parlant 10 ans après, finalement, il y a beaucoup de choses drôles qui reviennent. Alors pour lever le voile sur mon cancer, j'ai eu un cancer du testicule. Voilà. Un mot qui fait rire normalement. Sauf que là, personne ne rit. Mais bon, si vous voulez rire, c'est le moment. Tu veux dire un cancer de la couille? Et vous allez voir, parce que ça va être pire que ça. En fait, par exemple, le genre de situation qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on m'a proposé de mettre une prothèse. Alors déjà, l'oncologue me regarde et il me dit pour vous, alors vous voulez quoi? Moi, je sais pas, il me montre les différents trucs. Je dis moyenne, quoi. Il me fait ouais, je pense que petite, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, je dis, ok, bon. Alors petite, allons-y. Enfin, je sais plus, c'était une taille. Je m'étais un peu surestimé. Et puis je devais avoir une opération. Le lundi. Et là, il m'appelle dimanche soir. Il me dit écoutez, je suis désolé, on va devoir repousser l'opération. Je me dis voilà, pourquoi il n'y a plus d'urgence, parce que soi-disant mon truc était hyper urgent à opérer. Elle me dit non, c'est pas ça, mais je peux pas vraiment vous en parler comme ça, il faudrait que vous veniez. Je dis non, mais alors, dites-moi ce qu'il y a, quoi. Et en gros, il me dit qu'il n'y a plus de prothèse de la taille qui me convenait. Et il dit il faut attendre qu'elles arrivent à l'hôpital. Voilà. Donc j'imagine à un moment donné dans la BD le camion avec toutes les petites couilles là, qui bien rangées comme ça. Alors je sais pas dans quoi c'est rangé, si c'est comme Dans les des œufs, boîtes à œufs. dans des trucs les en boîtes mousse ou procès. dans des trucs en polystyrène, je sais pas trop, ou dans des flacons, ça flotte comme ça, je sais pas trop, bref. Mais ce genre de choses, voilà, quand elles vous arrivent, en fait, sur le coup, c'est là, genre, machin, vous savez pas trop quoi faire. Et puis 10 ans après, en fait, à force de l'avoir raconté et d'avoir fait marrer tout le monde, vous dites, voilà, non, ça peut que être rigolo, ce genre de choses. Voilà. Merci d'avoir ri. Je vous invite vraiment effectivement à lire Une sardine à la mer. Il y a beaucoup de scènes de ce type aussi qui sont extrêmement drôles. C'est souvent quand on raconte nos mésaventures après coup, quelle que soit la mésaventure, hein, mais c'est souvent quand on va en randonnée ou je sais pas quoi, c'est souvent les emmerdes qui sont les plus intéressantes. Quoi? Oh, ça veut dire quoi? Oui, non, c'est vrai. Vous avez vu un truc bizarre dans ce geste? Bon, alors, c'est souvent les plus grosses emmerdes qui font les meilleures histoires, je trouve, non? Je sais pas pourquoi. C'est la morale un peu du film L'Auberge espagnole de Cédric Lapiche qui dit ça, qui dit que tous les moments les plus ratés qu'on raconte le plus. Oui, c'est vrai, je l'ai revu récemment, c'est peut-être ça en fait. Et pour clore un petit peu le récit, cet aspect-là de vos livres, donc le récit de vos maladies, il y a une phrase que j'ai trouvée très belle dans un article de Marie-Ève Lacasse paru dans Libération à propos de votre livre, Aurélia, qui disait que c'était une traversée solitaire, mais également un livre de voix solidaire. Et on sent que c'est aussi un livre, donc vous racontez une expérience évidemment éminemment subjective, mais qui est très entourée par des rencontres et des présences très forte et très importante. J'ai choisi ces 3 images de votre livre, Aurélia, avec bien sûr Annie Ernaux, Maëlle Sigono et Jeanne Chéral, qui sont 3 personnes qui ont énormément compté, chacune à des endroits différents dans votre parcours de soins, dans votre traversée. Ouais. Et c'est aussi le cas dans votre livre, Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a l'entourage qui est très présent, les proches, et dans les moments avant, pendant, après. Le titre, d'ailleurs, il est mis en scène à la fin, le moment où vous trouvez le titre, c'est un moment d'un repas avec des amis. Et voilà. Donc on sent que c'est aussi une expérience collective. Et je trouve que vos livres en rendent vraiment compte. Et du coup, quelle place ça a eu à la fois dans cette expérience-là et à la fois quelle place vous avez voulu leur donner dans le récit que vous en avez fait, de ces voix solidaires? Alors moi, j'ai eu pas mal de questions par rapport, parce que je raconte effectivement beaucoup d'amitiés féminines qui m'ont aidé un peu à... Annie Ernaux, ça fait une quinzaine d'années qu'on correspond. Elle a eu un cancer du sein aussi qu'elle raconte dans son livre À 4 mains avec Marc Marie, l'usage de la photo.
Et moi, donc, quand j'ai eu, quand je disais que tout à l'heure que les livres pouvaient nous aider à vivre, moi, quand j'ai eu l'annonce de mon cancer, une des premières choses que j'ai faites, c'est de relire l'usage de la photo. Et en fait, ça m'a aidé finalement de savoir que quelqu'un était passé par là. Et puis, donc, je lui ai écrit que ce qui m'arrivait. Et puis, tout de suite, elle a eu les mots justes. Elle m'a dit justement, vous partez pour une traversée, il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est une espèce de mantra que je me répétais. Il ne faut pas avoir peur, c'est juste une traversée. Et maintenant que je suis passée de l'autre côté de la rive, donc sur la berge, je me souviens vraiment avec beaucoup d'émotion. Pour Maëlle Sigono, c'est l'histoire un peu plus tragique parce que c'est une jeune femme qui faisait un podcast avec l'anthropologue Mounia El-Kotni qui s'appelait Impatiente. Et sur son cancer du sein, mais elle, en fait, à 30 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein, mais métastatique, donc incurable. Et en fait, on s'est rencontrés à l'Institut Curie, où elle faisait des traitements aussi. Et donc, voilà, je raconte un peu une amitié un peu fulgurante qui s'est faite comme ça. Et finalement, en fait, malheureusement, elle est morte à l'âge de 33 ans. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Mais je voulais quand même garder une trace de tout ça, quoi. Donc voilà, et on me posait beaucoup de questions, mais pourquoi vous... Parce qu'il y a aussi une petite histoire d'amour, enfin, voilà, une amourette ou je sais pas quoi. Mais il y a une histoire d'amour dedans, mais c'est pas elle prenait moins de place, mais c'est que je choisissais aussi de montrer un autre script culturel, c'est-à-dire les amitiés entre femmes qui peuvent, qui peuvent être aussi intenses qu'une histoire d'amour. Donc voilà, c'est aussi un choix narratif. Ouais. Après, c'est vrai que c'est difficile de trouver les... Enfin, ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué. Difficile de trouver les mots justes, difficile d'entendre les autres dire des choses. Moi, c'est vrai que les personnes, en fait, quand j'ai eu ma maladie, les personnes avec qui, finalement, j'ai été tout de suite proche et avec qui j'ai continué à parler de ça, etc. Ça a été les personnes qui m'ont dit mais du coup, est-ce qu'on peut faire des blagues sur ton truc? Alors, j'ai dit, oui. Et ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'après, c'était des vannes, c'était des trucs. Mais souvent, j'ai remarqué que les gens, ils savent pas trop quoi vous dire, en fait. Quand on passe de l'autre côté, du côté des morts, un peu, ou des entre-morts, ou des limbes, quoi. Ouais, j'ai eu ce même sentiment. Mais c'est normal, hein. Nous-mêmes, on saurait peut-être pas trop quoi dire. Enfin, maintenant, plus. Mais... C'est d'ailleurs présent, pardon Aurélia, j'ai mis la planche où vous dites exactement ça, quoi. C'est-à-dire la difficulté qu'ont les gens de... C'est vrai que, en fait, paradoxalement, des fois, c'est les personnes les plus proches, elles ne sont pas forcément les plus aidantes. C'est-à-dire que, en fait, ça les touche tellement qu'il y a un truc qui se disjoncte. Et donc, c'est aussi ça dont je voulais parler dans La vie gourmande, c'est que finalement, la maladie, c'est vraiment une épreuve révélatrice aussi des gens. Et donc, quelquefois, moi je raconte aussi beaucoup de mes interactions avec les gens du marché, parce que c'est des gens, j'allais dans le même marché depuis 10 ans, et c'est des gens qui ne me connaissaient pas intimement, mais par la force de l'habitude, il y a eu un lien quand même avec ces personnes-là. Et finalement, elles m'ont été d'un grand soutien pendant ma maladie. Juste parce qu'elles m'avaient connue avant avec mes cheveux, et puis voilà, j'y allais une fois par semaine, et puis il y avait un côté avec nourricier aussi. Et donc voilà, mais c'est vrai que ça bouleverse pas mal de choses. C'est une transition parfaite, Aurélia, merci beaucoup, puisque on va progressivement voir le ciel se lever et pas aborder cette dimension culinaire, bien sûr, de vos travaux. La question de la gastronomie, c'est quelque chose qui rythme absolument toute la vie gourmande. Et il y a ce lien avec la maladie, vous le mentionniez tout à l'heure rapidement, le fait que ça ait changé. Là, je montre l'image où vous dites que vous vous autorisiez toujours un verre de vin rouge à la veille de chaque chimio. Et justement, voilà, dans cette traversée-là, quelle place a occupé la nourriture, le fait de la vivre, de la partager, de la sentir, de la préparer? C'était primordial, c'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé manger, mais c'est vrai que pendant mon traitement, qui était très fatigant, surtout les 2 chimios que j'ai eu à la suite, en fait j'avais pas d'énergie, j'avais pas d'énergie pour autre chose que pour manger, parce que en fait c'est comme si finalement tous mes besoins étaient réduit au strict minimum, donc le minimum vital. Et qu'est-ce que c'est le minimum vital? C'est manger. Et donc finalement,
C'était quasiment le seul plaisir régulier, quotidien que je pouvais avoir. Et donc, je m'en suis pas privée. Et Guillaume, alors je l'ai dit en introduction, on connaît vraiment bien votre travail autour de la cuisine à boire et à manger. Et dans Extra Ball, il y a paradoxalement peu de mentions de la cuisine. Je pense que j'ai pris les 2 seules cases où on voit de la nourriture en haut à gauche. Et ça, c'est à droite, c'est une note de blog qui date de décembre 2009 où vous expliquez que vous êtes à l'hôpital sans en dire plus et vous avez pris des photos donc de ce qu'on vous a servi. J'avais pas vu ça. C'est un peu surprenant de voir ça sur le blog à boire et à manger parce qu'on n'est pas habitué à ces images-là de nourriture. Et donc on retrouve encore une fois la dimension humoristique. Et donc évidemment que vous n'êtes pas tenu, c'est pas contractuellement. En tout cas, quand on achète un de vos livres, on s'attend pas à avoir forcément de la nourriture, mais en faisant ce récit en 2019, voilà. Il y a cette absence-là, il n'est pas question de nourriture. Oui, non, c'est vrai que je parle absolument pas de nourriture, mais parce que dans la plupart de mes autres livres, enfin en tout cas ceux pour lesquels je suis un peu plus connu, je parle exclusivement de nourriture et ça me sert de prétexte pour parler de plein d'autres choses et d'autobiographie et tout ça. Et là, non, justement, j'avais mis un point d'honneur à ne pas du tout aborder, sauf à un moment donné, la nourriture d'hôpital qui est un sujet inévitable qui peut aussi être comique. En plus, ah oui, là j'avais ma blouse ouverte. T'as vu ta petite blouse ouverte, j'osais pas le dire. C'est trop mignon. C'est nul. Le genre du détail. Ouais. Non. On est tous comme ça avec une blouse d'hôpital. Ouais, c'est terrible. Ils cherchent à nous humilier dès notre entrée à l'hôpital. Mettre une Mais blouse quand avec. tu le dessines, c'est mignon. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai. Puis d'ailleurs, j'ai absolument rien à dire d'ailleurs sur mes souvenirs de nourriture pendant ma maladie. Je pense que j'ai fait comme je fais tous les jours, c'est-à-dire que je passe entre une demi-heure et 1 heure à cuisiner et pour moi et voilà quoi. Mais non, ça n'a rien changé et même le goût parce que moi j'ai eu une seule chimio en plus. C'est vraiment un truc de bébé que j'ai eu par rapport à toi. Ouais, vraiment j'ai eu une séance de chimio. J'ai pas perdu mes cheveux, j'ai pas fait des trucs comme ça. Donc le goût, je crois pas que s'il a été du tout modifié ni rien. Enfin il y a rien eu de notable par rapport à la nourriture. La vie gourmande, c'est aussi un livre qui débute avant la découverte de votre maladie dans les cuisines d'un grand chef, Pierre Gagnère, que vous aviez rencontré au moment de Comme un chef et qui vous proposait de faire la carte de vœux du restaurant. Et j'ai appris beaucoup de choses sur le monde de la grande cuisine qui était très éloigné de moi. et donc il est question de ces cuisines-là, de ce monde de la haute gastronomie, des choses que l'on retrouve aussi, par exemple dans le tome 4 de À boire et à manger, Guillaume, puisque vous avez travaillé avec la chef Sonia Esgulian. Donc on retrouve dans vos livres ce rapport à la très haute cuisine, à la très haute gastronomie. Et en même temps, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans le même temps, il y a la mention de cuisine beaucoup plus simple, notamment vous parlez de votre expérience de la gastronomie au Japon, Aurélia. Et dans les premiers récits, là vous avez une planche à gauche comme un poisson dans l'huile, avec votre ami Rémi, vous faites une consommation absolument gargantuesque de fast-food, que l'on ne nommera pas mais qui est assez reconnaissable. Bon, on peut le nommer le McDo, mais parce qu'à un moment donné, et t'en parles d'ailleurs dans ton livre, ça m'a fait marrer. Parce que moi j'ai bossé pendant 3 mois au McDo. Ouais, non mais la personne qui était à Saint-Étienne et qui allait au McDo parce qu'il y avait un McDo qui s'était ouvert au centre-ville et c'est vrai que nous on allait là-bas quand on était étudiants quoi. Voilà. Et c'est un autre des points communs des livres, c'est Saint-Étienne, la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne. Mais oui, non, moi j'ai pas de mal avec toutes sortes de nourriture en fait. Même c'est vrai que depuis que je fais des livres, je sais pas si ça t'arrive à toi, mais où je raconte comment je cuisine et tout ça, il y a des gens qui d'un coup se sont mis à avoir une pression, à m'inviter à table ou tout ça. Alors que absolument pas, moi je me contente d'à peu près tous les plats, sauf les blettes, que je mets un point d'honneur à refuser d'avaler. J'ai le même genre de réaction. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir te faire à manger Oui, il suffit que j'écrive une note sur comment faire le café pour que d'un coup les gens s'excusent en me servant un café à table. Enfin, Et depuis le temps, les blettes, il n'y a personne qui a réussi à vous faire changer d'avis. Non, et en fait c'est terrible parce que c'est le seul aliment que j'aime pas dans la vie. En fait vraiment j'aime tout. Je peux manger des huîtres, des tripes, tout ce qu'on veut, des trucs crus, des machins. Alors, juste, je raconte que j'aime pas un aliment et après, tout le monde veut essayer de me faire goûter cet aliment. C'est quand même infernal, quoi. Alors que la plupart des gens n'aiment pas plein de choses. On les embête pas avec ça. Et moi, voilà, il faut mentir, il faut prétendre que vous n'aimez pas certaines choses que vous adorez. En fait, le caviar, je déteste ça.
Et donc ouais, il y a ce côté très, comment dire, réjouissant, émancipateur aussi, voilà, de traverser tout le spectre gastronomique et justement à inviter les gens à s'en emparer. C'est quelque chose qui se retrouve évidemment dans À boire et à manger, qui est traversé par tout un tas de recettes très détaillées. Aurélia, dans votre livre, j'ai le souvenir d'une recette. Enfin, à un moment donné, Oui. vous expliquez une recette, mais après, c'est pas le propos du livre. Non, Vous détaillez vraiment les plats, c'est-à-dire oui. que vous êtes très précise sur la composition des plats, et ce que vous avez mangé. C'est extrêmement rigoureux et c'est une poétique en soi, hein, d'écrire un plat. Enfin, on sait qu'il y a des mots qui sont magnifiques, vous avez les menus, donc Oui, mais pas la fin, recette, quoi. à la fin de La vie gourmande, je fais 40 pages sur un menu gastronomique chez Alexandre Gauthier, justement, dans le Pas-de-Calais, à la Grenouillère. Et c'est vrai que j'aime bien... en fait, ce que je voulais, c'était transmettre des sensations. Et c'est hyper difficile de transmettre des sensations culinaires juste par le texte et l'image. Et je pense que la BD, ça fonctionne bien parce que souvent, quand on regarde des photos de plats délicieux, c'est juste une image. Et c'est compliqué de savoir, d'avoir une idée de ce que ça goûte vraiment. Donc là, je trouve que la BD, c'est idéal parce qu'il y a l'image et en plus, il y a le texte qui permet aussi de rentrer finalement dans les sensations qui sont très subjectives. Et c'est ce que j'ai fait pendant 40 pages. Et pour les recettes, il y a quand même une recette, c'est celle de ma grand-mère, que j'avais une des deux que j'ai pu préserver avant sa mort. Mais c'est pas le propos, effectivement. C'est pas un livre de recettes, non. J'ai mis cette fameuse image de la vague au moment où vous mangez l'oursin. Et c'était une des questions que je voulais vous poser justement. Là, c'est une illustration de l'abécédaire délicieux qui est paru aux éditions Exemplaires, Guillaume. Et je me demandais justement, parce que c'est vrai que la gastronomie, c'est vraiment quelque chose qui est au carrefour enfin la cuisine, c'est au carrefour de tous les sens, quoi. Le goût, le toucher, la vue, l'odorat. Enfin, il y a tout qui est vraiment impliqué. Même Louis, si on veut aller par là, j'ai un ami italien. Rigoriste qui cuisine ses pâtes à l'oreille pour savoir si la sauce est bien liée. Et d'ailleurs, les vongolais, ça marche aussi. Et je me demandais, voilà, justement, enfin, un peu ce que vous venez d'aborder, Aurélia, comment est-ce qu'on peut rendre cette épaisseur en fait sensuelle de ce qu'on mange, de ce qu'on goûte, de ce que ça évoque. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez présent justement dans l'abécédaire délicieux, Guillaume, à travers ces images qui nous emportent Oui. dans Alors, des c'est tas vrai d'évocations, par exemple avec le café aussi, avec cette magnifique. C'est vrai qu'après, alors l'aquarelle se prête encore mieux, je pense, à dessiner de la nourriture, parce qu'il y a par rapport à l'ordinateur, il y a un côté encore plus organique, voilà. Mais c'est une question qui m'a souvent été posée, ça, de comment j'arrivais à rendre les choses appétissantes ou à faire envie comme ça. Et comme tu le disais, en fait, c'est que c'est pas mon dessin est ce qu'il est, quoi. Il y a quelque chose de assez simple dedans et tout, mais c'est surtout la manière dont j'en parle, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais faire des bruitages. Moi, j'adore les bruitages, donc de tous les tch, les machins qui en cuisine. J'hésite pas à les mettre dans mes BD. Donc ça, c'est déjà une manière de rentrer dedans. Et puis après, il y a tous les adjectifs, comment on en parle, Et c'est vrai que c'est surtout ce qui est important, c'est comment j'en parle. C'est pas tellement comment je dessine, quoi. C'est tout le travail qui est invisible autour de scénarisation, ou même la façon dont on va montrer un plat. Après, sur les questions de haute gastronomie, comme ça, de choses peut-être un peu difficiles et un peu plus techniques, je sais qu'on a ça en commun avec Sonial, avec qui j'ai fait le bouquin, de se dire que, en fait, pour nous, un bon repas, c'est pas nécessairement un repas où on mange bien, c'est un repas où on a passé des bons moments avec des gens. En fait, Ouais. voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui compte. C'est-à-dire que, et du coup, à partir de là, on peut se contenter d'une simple salade de tomates ou par exemple, un plat que j'adore italien qui s'appelle spaghetti all'olio et peperoncino. Oh, j'adore et aussi. qui a un truc où il y a juste de l'ail, des pâtes, de l'huile et du poivre, et tout est dans le dosage, et du piment, pardon, et tout est dans le dosage entre ces ingrédients. Mais tu as vraiment raison, Guillaume, parce que finalement, c'est l'émotion qui compte. Et effectivement, pas besoin d'aller dans des 3 étoiles et tout ça. Même si Pierre Gagnard, en fait, il a un peu la même vision des choses. Parce que donc je l'ai mis dans La vie gourmande. Et il dit que notamment, dans ses cuisines, ce qu'il fabrique, c'est de la nostalgie. Et je trouve que ça résume tout, c'est comme un haïku gustatif, c'est-à-dire que si le plat était bon et qu'on a passé un bon moment avec les gens qu'on aime, ben c'est réussi. Et je l'ai revu récemment, donc pour la sortie du livre, il m'a réinvité. Et donc il y a quelqu'un. Après, c'était mon petit instant nostalgie. Après le déjeuner, je suis allée dans les cuisines. Il y avait encore quelques cuisiniers qui étaient dans la BD. Et il y en a un qui m'a dit qu'il y avait une cliente
qui sortait d'un repas et qui a parlé au chef, qui lui a dit voilà, je ne sais plus du tout ce que j'ai mangé, je me rappelle plus, alors que ça faisait 3 heures, hein, enfin même pas, mais c'était délicieux. Et pour Pierre Gagnère, c'était le meilleur compliment du monde, qu'une femme ne se souvienne même pas. Enfin, c'est comme si elle avait été assommée de plaisir, quoi. Et effectivement, on peut avoir du plaisir avec une tomate mozzarella, avec un peu de basilic frais. Et puis, ouais, l'important, c'est pas ce qu'on mange, c'est avec qui on mange, je pense. Ouais. J'imagine que c'est aussi un peu valable avec les livres, c'est-à-dire que parfois on se souvient, ou les films, ou les œuvres d'art, quoi, en fait, on se souvient plus exactement de quoi ça parle, mais on sait qu'on a aimé, ou on sait qu'on a détesté. Donc il y a ce souvenir, cette nostalgie-là. Et puis c'est vrai que les grands chefs et les grandes chefs, c'est aussi des artistes, quoi. Enfin, on se rend compte qu'il y a cette dimension de création et d'écriture, des couleurs et des formes qui sont très marquantes. Dans la représentation stricte de la cuisine, des aliments, de ce qui se mange, il y a quelque chose qui distingue un petit peu vos approches, c'est-à-dire que quand on connaît votre travail dans la boire et à manger, Guillaume, il y a une vraie continuité dans votre dessin, dans votre trait, dans la façon que vous avez de représenter et les personnages et le décor et les aliments. Dans la vie gourmande, Aurélia, il y a une rupture Oui. dans le trait avec des personnages qui sont ceux qu'on vous connaît, quoi, avec, et puis un dessin qui est Plus très réaliste. réaliste, ouais, Ouais. sur la nourriture. Alors voilà, comment ça se décide, ça, vraiment le système de représentation, de mise en valeur des aliments eux-mêmes par rapport au reste de la bande dessinée. Aurélia, par exemple, cette rupture-là. Alors moi j'aime bien mélanger plusieurs styles, plusieurs registres graphiques dans une seule et même œuvre. Donc c'est vrai que mes personnages sont pas réalistes, mais en même temps je me suis dit pour donner envie. En fait, là, c'est un très bon exemple, hein, cette page. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le côté, enfin, il y a les personnages qui sont expressifs, parce que, en fait, on va parler technique BD. Plus un personnage est réaliste en BD, moins il est expressif en général. Enfin, ou alors, il faut vraiment être Jean Giraud, Moebius, tout ça. Voilà. Je savais que tu allais me sortir un truc comme ça. Mais c'est plus facile de faire passer des émotions et d'être expressif quand le meilleur exemple, c'est Tintin. Hein, deux points, une houppette, et il y a plein d'émotions qui passent. Mais pour donner la texture de la nourriture, moi en tout cas, j'ai préféré adopter un réalisme quasi photographique. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de photos des plats et celles que j'avais loupées, je les ai cherchées sur Internet. Et ce que je trouve génial dans la BD, c'est que ça permet de faire coexister plusieurs styles différents. Guillaume, ça se retrouve parfois dans vos carnets quand vous faites des récits de voyage ou ce genre de choses. On tend un dessin qui est peut-être un petit peu plus réaliste. Enfin, là, c'est encore une planche de recettes classiques où on voit bien qu'il y a une vraie continuité que je décrivais du dessin, de votre dessin bande dessinée avec lorsque vous dessinez des aliments. Est-ce que vous vous êtes essayé à une autre technique, à faire des dessins plus réalistes comme a fait Aurélia sur des aliments ou non? Alors non, parce que moi je dessine comme je peux. Donc, alors j'ai une progression qui est très lente, c'est-à-dire que vraiment quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'était à l'époque de Comme un poisson dans l'huile, c'était la première fois que je m'intéressais à la bande dessinée. Là. Donc, je sais pas, par exemple, les personnages, on voit jamais les pieds parce que je savais pas comment les poser sur le sol. Il y a des trucs, il n'y a pas de bulles non plus à l'intérieur parce que je savais pas où les mettre, les bulles, par exemple. Il n'y a pas de couleur parce que je savais pas faire la couleur. Enfin là, je savais vraiment rien faire du tout. Et j'ai commencé comme ça. C'est comme si vous, du jour au lendemain, vous vous mettez à faire une BD et puis que d'un coup on dit ah ben voilà, c'est publié, c'est parti mon gars, vas-y, gagne ta vie avec ça. Donc moi, ça a été une progression très 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 lente. Donc c'est vrai que maintenant, je commence à un peu essayer des choses différentes et tout, mais j'ai dû d'abord apprivoiser mon dessin vraiment de mieux en mieux. Parce que, et alors après, j'ai écouté une fois Émile Bravo là, qui parlait du dessin et tout ça, et du dessin comme écriture. Et c'est quelque chose dans lequel je me reconnais assez bien, c'est-à-dire que juste écrire, j'aurais pas pu, parce que j'avais pas le talent pour ça, ou je sais pas, ou l'implication nécessaire pour ça. Et en fait, ce dessin qui est arrivé en même temps que l'écriture, ça a été une autre forme d'écriture. En fait, je suis dans le sens où c'est pas vraiment du dessin pour moi, en fait. Plutôt
D'ailleurs, je fais jamais de dessin quand je suis en vacances. Je suis en vacances. Quand je suis sur la plage, je suis sur la plage. je m'étends au soleil comme tout le monde et je me fais bronzer. Enfin, voilà. Ou je vais à la mer. Bon, bref. Mais je dessine pas les gens là comme ça, comme Aurélia. Je sais pas, toi, t'as un petit carnet dans lequel tu dessines, je suis Oui, sûr. mais pas Toi, en t'es une vacances. artiste. Ouais. Pas en vacances, non. Non, mais voilà, il y a des gens qui vont faire des croquis. Moi, ça me fascine. Là, sur Instagram, je vois des gens qui font des croquis de personnes quand ils sont en vacances. Ou je voyais encore Benjamin Bachelier hier, qui était présent au festival. Alors lui, il passe son temps à faire des carnets. J'avais rendez-vous avec lui juste pour un café. Il m'attendait au café 5 minutes. Il avait sorti son carnet, puis il dessinait les gens, quoi. Moi, je ne sais pas faire ça. Et mon dessin, en fait, il a une fonction, c'est de raconter. Donc je fais... voilà, c'est vrai que je fais jamais des dessins juste. Enfin, maintenant, je commence à m'y intéresser un peu, mais jusqu'à présent, j'ai jamais fait des dessins juste pour faire un dessin. C'est toujours un moyen de raconter quelque chose, et ça s'accompagne forcément d'un petit texte ou d'une écriture ou de quelque chose qui raconte en fait. Voilà. Et du coup, l'abécédaire délicieux, en ce sens, Là, c'est nouveau. Ça, est-ce que ça a été une passion c'est nouveau. d'explorer un peu, Je me suis mis à l'aquarelle parce que en fait, j'en avais marre de travailler sur l'ordi. Je faisais tout le temps mes couleurs à l'ordi parce que, pareil, quand j'étais au Beaux-Arts, j'étais assez mauvais élève là-dessus. C'est-à-dire que dessiner avec du fusain et tout, et après en avoir partout sur les doigts, moi, c'était un truc qui m'allait pas du tout. Donc, je me suis très mis de vie aux ordinateurs. Mais le truc, c'est que voilà, après rester 8 heures par jour devant un écran d'ordi, au bout d'un moment, j'y voyais plus rien. Et donc j'ai appris autre chose sur le papier, quoi, voilà, qui est beaucoup plus agréable en fin de compte et qui va aussi vite. Finalement, une fois qu'on maîtrise un peu, ça va aussi vite. Et vous parliez d'aquarelle et de couleurs, et ce sera ma dernière question, quelque chose aussi qui est assez marquant dans l'écriture de la vie gourmande et qu'on retrouve dans certaines planches et notes du blog À boire et à manger, c'est le traitement de la couleur avec un focus qui est mis sur les aliments en couleur alors que le reste est en nuances de gris et pas tout le reste d'ailleurs, parce qu'il y a certaines, on a voyé la planche avec Jeanne Chéral tout à l'heure où justement là, toute la scène est en couleur, comme le tatouage de Maëlle. Donc voilà, il y a une répartition comme ça qui vient mettre des flashs. En fait, c'est un code couleur que j'avais fait depuis Comme un chef, où en gros, il n'y a que les aliments qui sont en couleur. Enfin, tout le livre est en noir et blanc, sauf les aliments. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que les aliments en noir et blanc, c'est pas très appétissant, à moins de s'appeler Taniguchi. Il y a toujours des exceptions et de faire le gourmet solitaire, etc. Et en même temps, j'étais pas encore tout à fait à l'aise pour faire un 100% couleur parce que c'est une autre logique. Parce qu'il faut faire l'harmonie, il faut que les deux pages en vis-à-vis aient la même gamme harmonique. Et moi, j'avais quand même envie de faire des aliments en couleur. Donc ce code couleur, je l'ai un peu transgressé quand même parce qu'il y a certains. Je crois qu'il y a une planche là juste à côté du marchand de fruits et légumes là. Lui, je l'ai fait en couleur par exemple parce que en gros, j'ai dessiné en couleur ce que j'avais envie de manger. La casserole, le seau qu'il y a dans la première non. case de... Ah bah non, le mec, non. là, C'était pas ça. À un moment donné, il faut... Non, il y a quand même... en fait, c'est marrant parce que mon éditeur Benoît Mouchard dit que La vie gourmande, en fait, c'est un livre érotique. Alors qu'il y a très peu de scènes de sexe explicites, contrairement à 2 autres livres précédents. Mais en fait, il y a vraiment... je pense que ce que j'ai voulu faire passer, c'est la sensualité, mais qu'elle passe que par les plaisirs de la chair ou de la bonne chair. Donc, et la couleur, je trouve que ça amène bien. cette chaleur un peu. Voilà, c'est la chaleur. J'avais entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais j'imagine que c'est vrai quand même, qu'à l'époque, un des entretiens pour rentrer au studio Ghibli, pour être animateur, c'était qu'ils mettaient un plat dans une salle, et puis après ils amenaient les candidats devant, et en fait ils avaient de l'aquarelle, ils avaient du marron et du violet. Ils nous disaient vas-y, tu fais ça maintenant, tu dessines ce que tu vois et tu le rends appétissant. Voilà. Chose que je trouve complètement incroyable. Vous auriez passé le test. Apparemment, si les gens passaient le test, ça faisait partie des entretiens. Mais il me semble un peu que tordu quand même. Ouais, non, mais je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que d'un coup, c'est vrai que la couleur, quand même, c'est un truc qui parle, qui peut rendre appétissant. Mais je crois qu'il y a aussi des questions
de brillance justement, quoi, de laisser des zones blanches. En fait, dans la nourriture, quand on la dessine, dès qu'on laisse des reflets, des trucs comme ça, alors là, on imagine tout de suite, ça évoque les sangliers qui cuisent là dans Astérix et Obélix. Voilà, les trucs juteux, huileux, rôtis, c'est parti, quoi. À propos de la couleur, je viens de me rappeler d'un truc, c'est qu'on parle de couleurs chaudes et de couleurs froides aussi. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai utilisé la couleur, parce que pour essayer de mimer les aliments, quoi, qui sont. On parle de couleurs acides aussi, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, ça serait, je pouvais pas le faire autrement qu'en couleur, tout ça, quoi. Je me rappelle que pour choisir la couleur de couverture du premier à boire et à manger, bon, il y en avait plusieurs. Et puis après, les tomes qui ont suivi ont eu des couleurs différentes. Et pendant longtemps, il y a la couleur bleue qui m'a été refusée parce que c'est une couleur qui se mange pas en fait. Ah oui. Ah ouais. Alors après, bon, il y a les myrtilles, exception, mais encore, elles sont pas vraiment bleues. Il y a des cocktails. Il y a des cocktails au curaçao et des trucs comme ça. Et je trouve les glaces schtroumpfs. Voilà. Non, mais il m'avait dit, c'est une couleur qui se mange pas. Du coup, c'est. Voilà. Et du coup, c'est un bleu un peu. C'est pour ça que l'intégrale, on l'a fait en bleu. Ouais. C'était ma revanche. Sur les... Non, mais après, elle est bleue, mais c'est une petite partie, quoi. Ouais. On arrive au terme de cette discussion. Une image. Guillaume et Aurélia se sont livrés à un duel sanguinaire. Ouais. Ça, c'était notre premier il y a 5 ans à Lausanne. Ouais. Et on a fait la revanche il y a 2 semaines. Ça va, ils sont arrivés tous les deux intacts. Je me tourne vers vous, savoir si vous auriez une ou quelques questions à poser à nos invités avant de conclure. Profitez-en parce que c'est la dernière fois qu'on est à Dijon. Plus tu racontes. Donc, après, on ne reviendra jamais. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Non, c'est vrai, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je ne reviendrai jamais. Voilà. Non. Alors c'est toujours possible de faire une session de rattrapage puisque Aurélia et Guillaume vont être dans quelques minutes à la librairie éphémère. Donc vous suivez le tapis rouge, vous traversez la rue, vous regardez bien à gauche et à droite. Et vous aurez la librairie éphémère donc de 16h30 à 17h pour une signature. Donc ce sera l'occasion de discuter. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci beaucoup à la régie et à toute l'organisation du Festival Clameur. Et bien sûr, merci beaucoup Guillaume et Aurélia pour cette discussion. Merci François, merci à tout le monde.